Bonjour à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue sur cette critique du 6ème épisode de The Mandalorian. Après avoir ralenti le rythme durant 2 épisodes, dont un vraiment pas bon, la série va-t-elle se relancer alors qu'il ne reste que 3 épisodes? Va-t-elle en avoir quelque chose à faire de ses enjeux principaux? On voit ça tout de suite. L'épisode commence directement lorsque le Mandalorien atterrit sur une station spatiale, une sorte de repère de malandrins assez cool en termes de design, avec des effets de réal assez sympas de la part de Rick Famuyiwa, qui réalise ici son 2e épisode de la série. On fait très vite la connaissance de Ran, un humain encore, joué par Mark Boone Jr., qui est un acteur que j'aime beaucoup, et du coup Ran semble avoir un passé commun avec le Mandalorien. De l'exposition facile mais pas dérangeante nous fait comprendre que le chasseur de primes est ici pour une mission, même si le plus important dans cette dernière, c'est le Razor Crest. En effet, Ran organise une petite expédition pour faire libérer un de ses partenaires et monte donc une équipe. Cette dernière est donc composée du Mandalorien, mais aussi d'un humain nommé Mayfield, qui est un ancien soldat impérial qui sera le chef sur la mission, et qui a une bonne tête de traître ou de vaurien en tout cas. Il joue assez bien tout au long de l'épisode, le gars qui a du vécu et qui a toujours des idées derrière la tête. Le 2e membre de l'équipe est Burg, un dévaronien super massif qui sert de gros bras. Son maquillage n'est pas trop mal foutu pour une série télé, sa voix lourde me plaît vraiment, et ça me fait plaisir de voir cette race qui n'est pas assez mise en avant à mon goût dans l'univers Star Wars. On a ensuite Zero, sans doute pour zéro originalité dans les noms, qui est un droïde au design sympa. Les deux font toujours écho à l'épisode 4, mais j'ai fini par intérioriser ma rage en fait, parce que si je recommençais à râler pour ça, je serais assez répétitif. Zero est d'ailleurs joué par un vrai acteur, et si la démarche est assez cool, le souci c'est que ça se voit. Ses mouvements ne sont clairement pas assez mécaniques, et ce même s'il compense cela en mettant des bruitages électroniques un peu partout. Vraiment c'est un métier de jouer un droïde, donc respect à toi Anthony Daniels. Le dernier membre de l'équipe est une Twi'lek du nom de Xian ou Tian, ça se prononce Tian je crois en VO, qui était semble-t-il proche du Mandalorien lorsqu'il travaillait avec elle et Ran, et qui s'est senti abandonné quand il est parti. Elle est assez excentrique et j'aime bien son caractère et sa voix, même si malheureusement c'est l'écou ou l'écu, je sais pas comment ça se prononce. Donc pour ceux qui savent pas, les lécus ce sont les 2 tentacules qu'ils ont sur leur tête là, eh bien on voit qu'ils sont en plastique, ça se voit très fort malgré le maquillage, et ça m'a sorti de l'épisode plusieurs fois malheureusement. Une fois les présentations faites, on a le logo et le titre de l'épisode, le prisonnier, sur une musique aux accents hip-hop des plus agréables. Le petit groupe organise alors son plan d'action, qui consiste à libérer un prisonnier d'un vaisseau de la Nouvelle République, ce qui ne plaît pas aux Mandaloriens. On sent un vrai feeling film de casse en groupe assez sympa, mais on sent également que tout va partir en vrille. Aucun des membres de l'équipe ne semble de confiance, pas même Ran, ce qui pose tout de suite une certaine tension qui ne redescend pas de l'épisode. Cette tension est d'ailleurs la grande force de l'épisode, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Je disais tout à l'heure que le plus important c'était le Razor Crest, car il est rapide et indétectable par la Nouvelle République, ce qui est fort pratique. On a alors une petite scène toujours assez tendue, cette fois à bord du vaisseau, entre Burg et le Mandalorien, et on sent vraiment que quelque chose peut partir en vrille à tout moment. C'est vraiment bien fait dans le rythme et dans la réalisation. Cette altercation permet d'ailleurs au personnage de découvrir l'existence de Baby Yoda, dont je n'avais même pas remarqué l'absence jusqu'ici. Le vaisseau sort alors de l'hyperespace pour arriver proche du vaisseau pénitentiaire. Ils arrivent à rentrer de manière discrète, et on découvre le gadget super cool de Mayfield, qui est un blaster contrôlé grâce à un bras électronique. On a alors droit à un début de scène d'infiltration au cœur du vaisseau, classique mais efficace, à la Mission Impossible par exemple, et ça fait énormément de bien de voir ça dans Star Wars, c'est très plaisant. C'est pas mal fait, les décors et costumes sont cool car cette fois on n'a pas de grands extérieurs, donc on a besoin de moins de budget pour rendre tout ça crédible. J'ai particulièrement aimé le fight entre le Mandalorien et les droïdes de protection, qui est toujours un peu mou mais malgré tout très efficace. Puis, ils arrivent au centre de commande du vaisseau dans lequel se trouve un être humain, ce qui n'était pas censé arriver puisque le vaisseau ne devait être gardé que par des droïdes. L'humain en question brandit une balise de repérage de la Nouvelle République qui, si elle est déclenchée, appelle des vaisseaux qui détruiront le vaisseau pénitentiaire avec tous ses passagers à bord. Une grosse scène de tension encore s'ensuit avec une impasse mexicaine particulièrement stylée, notamment quand le Mando essaye de raisonner calmement tout le monde. On sent qu'il a vraiment évolué grâce à Baby Yoda au fil des épisodes, c'est vraiment sympa de voir ça.
Toujours est-il que Tian tue le garde républicain qui a malgré tout le temps d'activer la balise. L'équipe a donc 20 minutes pour sortir le prisonnier. Le prisonnier en question est Kin, le frère de Tian, dont on apprend qu'il a été mis ici par la faute du Mandalorien. C'est alors que survient l'événement que l'on craignait. Les malfrats poussent le chasseur de primes dans les cellules à la place de Kin, puis se dirigent vers le Razor Crest. Mando réussit malgré tout à s'échapper grâce à son ingéniosité et à ses gadgets, et alors commence ma partie préférée de l'épisode. Il se rend au centre de commande et joue avec les portes et les lumières pour coincer les traîtres, puis va les chasser un par un. On a droit à une scène entièrement filmée du point de vue des futures victimes qui tentent de se frayer un chemin à travers le labyrinthe que constitue cette mini-prison et qui vont se faire avoir un par le Mandalorien. L'occasion de voir que Queen se fiche totalement de sa sœur d'ailleurs. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, ce sont les idées de mise en scène de l'épisode, notamment ce plan avec la lumière clignotante et où le Mandalorien apparaît puis disparaît à chaque fois pour se retrouver finalement derrière sa victime. C'est super efficace, ça iconise à fond le Mandalorien, j'adore ce moment. Parallèlement à cela, la tension ne descend pas puisque Zero, toujours à bord du Razor Crest, découvre Baby Yoda et le chasse à travers tout le vaisseau. Lorsqu'il le trouve et qu'il s'apprête à le tuer, le Mandalorien est de retour pour sauver son poupon. Il a également réussi à capturer Kin, qu'il doit livrer malgré tout à Ran, vivant, pour obtenir la récompense. Il se retourne alors à la station du tout début de l'épisode, où le Mando est payé avant de partir. Ran, traître également, ordonne d'abattre le Razor Crest, mais ils se rendent compte que la balise de la Nouvelle République a été placée par le Mandalorien sur Kin. Des chasseurs X-Wing émergent de l'hyperespace et détruisent donc la station. Le Mando et Baby Yoda repartent dans l'hyperespace, et un plan permet de montrer que les membres de l'équipe n'ont pas été tués, mais ont été placés dans une cellule par le chasseur de primes, ce qui montre également ses changements dans ses méthodes. Fin. Comme vous avez pu le deviner, j'ai beaucoup aimé ce 6e épisode, et il provoque chez moi quelques contradictions dont j'ai totalement conscience. Sur l'épisode 5, j'ai énormément râlé sur le fait que la série n'avance pas, et techniquement, ici non plus, mais l'épisode nous montre, malgré tout, que la mentalité du chasseur de primes a beaucoup évolué, donc quelque part ça compense très légèrement. Mais surtout, ce qui compense, c'est que l'épisode est efficace, bien réalisé, bien rythmé, assez beau, et il a plein d'idées de mise en scène et d'écriture sympa. Il a des caméos rigolos, sans être affreux, et il ne fait pas référence toutes les 2 minutes au film. Et c'est bête, hein, mais un épisode de qualité, eh bien ça compense largement le fait qu'il soit auto-contenu. Donc je suis extrêmement positif sur cet épisode, même si cela confirme que sur l'ensemble de la saison, mon avis sera vraiment plus que mitigé. En fait, c'eût été idéal si cet épisode avait été le 5e et qu'à partir du 6e, la série accélère. Malheureusement, on a eu l'autre truc réalisé par Filoni et il va falloir en tenir compte. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 7 de The Mandalorian, mais aussi, évidemment, pour la critique de Star Wars 9. Je suis méga impatient, j'en peux plus d'attendre, je vous en parlerai dans la vidéo dédiée. J'avais prévu de faire une ou plusieurs vidéos sur mon avis sur la saga, mais je pense que je vais plutôt revenir dessus en tout début de critique de The Rise of Skywalker, car je ne trouve pas de format qui me convienne malgré plusieurs essais. Ensuite suivra la sortie de l'épisode 4 de Star Wars Récit sur les événements de Star Wars The Old Republic. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.